Oui, tout a commencé avec les frappes de bateaux en septembre 2025. Et on voyait bien que les cibles de ces frappes, c'étaient des gens pauvres, des pêcheurs. Parfois, ils transportaient un peu de marijuana, parfois de la cocaïne, pour se faire un peu d'argent à côté. C'était comme un petit boulot parallèle pour eux. Ce n'étaient pas de grands trafiquants de drogue. Parfois, c'était juste des pêcheurs qui pêchaient, et leur corps finissait par s'échouer sur la plage. Et maintenant, ça avance vers l'intérieur du continent, en Amérique du Sud. Et ça reste une guerre contre les pauvres, menée par des figures comme Daniel Noboa. Et puis, il y a eu l'élection d'Abelardo de la Espriella, El Tigre, en Colombie. C'est un peu une version caricaturale de Bukele, un homme qui a subi toutes sortes de chirurgies esthétiques et qui se vantait, enfant, d'avoir mis des pétards dans le derrière des chats. C'est juste un personnage un peu bouffon, avec des armes partout chez lui. Son adversaire, Ivan Cepeda, le candidat de gauche, faisait plutôt penser à un professeur de philosophie. Abelardo, lui, c'est comme une caricature du dirigeant de droite soutenu par les États-Unis et fortement appuyé par Trump. Et on dirait que cette doctrine est en train de revenir en Colombie, qui était à l'origine un peu la base, l'Israël de l'Amérique du Sud, comme l'a dit Evo Morales, le centre du plan Colombie. On boucle la boucle, mais avec, je pense, une influence encore plus forte de ces forces de droite pro-israéliennes et soutenues par Washington à travers toute l'Amérique latine. Alors donnez-nous une vision plus large du continent après l'élection colombienne. Et que pensez-vous de l'affirmation de Gustavo Petro selon laquelle l'élection aurait été truquée? Je sais, ça fait deux questions en une, mais on manque un peu de temps. Je pense qu'aujourd'hui, l'Amérique latine ressemble à un protectorat des États-Unis. Officiellement, non, bien sûr. Mais dans les faits, oui. C'est assez évident maintenant. Chaque pays semble avoir été pris en main. Et je suis presque sûr que les agences de renseignement et les médias suivent une sorte de formule pour prendre le pouvoir. Une formule qu'on répète encore et encore. Aujourd'hui, la Colombie en est le dernier exemple. On voit les médias construire certains types de récits et en même temps, les branches judiciaires montent des affaires dès qu'elles le peuvent pour viser des dirigeants précis. C'est assez inquiétant parce que franchement, toutes ces élections laissent de sérieuses questions sans réponse sur la fraude. Par exemple, on n'a pas terminé un rapport sur l'Équateur, faute de temps. Je ne me souviens plus exactement pourquoi, mais c'était assez clair qu'il y avait eu, sinon une fraude généralisée, au moins plusieurs cas de fraude. Dans certains cas très précis, par exemple, le papier utilisé pour les bulletins de vote à l'élection équatorienne était transférable. Donc si quelqu'un votait pour un candidat et qu'on pliait le bulletin d'une certaine manière, l'encre se transférait de l'autre côté du papier. Et ça a été vérifié de façon scientifique. En Colombie, il y a des cas où les électeurs, ce qui est rare, ont pu accéder aux bulletins papier. Vous voyez? Et grâce à ça, ils ont pu commencer à repérer qu'il y avait beaucoup d'incohérences. Et évidemment, dans tous ces cas, il faut bien comprendre que, par exemple, aussi bien en Équateur qu'en Colombie, l'autorité électorale est entre leurs mains, celle de l'extrême droite. Donc c'est eux qui contrôlent tout, qui décident de tout. En Colombie, c'est assez évident. Mais en Équateur, si la Colombie est une caricature, alors l'Équateur, c'est une caricature, une blague, appelez ça comme vous voulez, d'une république bananière sans démocratie. Tous les pouvoirs de l'État sont concentrés dans une seule figure, et cette figure gouverne dans l'intérêt d'un pays étranger. Voilà, c'est ça l'Équateur. Vous avez Daniel Noboa, qui est citoyen américain, et qui légalement ne peut jamais dire non aux États-Unis, sinon il risque la prison là-bas, en Équateur.
Il ne peut pas dire non à un représentant des États-Unis parce qu'il est citoyen américain. Il a prêté serment d'allégeance au drapeau américain, avant tout le reste. Et ça, c'est un conflit d'intérêts qui a été soulevé pendant les élections en Colombie. Quelqu'un a même présenté à un notaire un document disant qu'il y avait conflit d'intérêts, justement parce que, comme je viens de le dire, il est citoyen américain. Citoyen américain. Abelardo. Enfin, Abelardo. Si on y pense, Abelardo a prêté serment au drapeau des États-Unis en premier. Je le sais, parce que moi aussi je l'ai fait. On jure fidélité aux États-Unis. On s'engage à ce que notre loyauté aille d'abord à ce pays, avant tout autre. Sinon, on risque de finir en prison pour longtemps. Donc être président d'un pays tout en étant citoyen américain, c'est en soi incompatible. C'est un fils de milliardaire de Miami, issu d'une famille oligarchique, et il est aussi très vraisemblablement accusé d'être à la tête d'un empire de narcotrafic, ce dont on va parler dans un instant. Et Noboa a aussi joué un rôle important dans l'élection colombienne. Il a menacé d'imposer des droits de douane de 100% sur les produits colombiens si le pays n'élisait pas El Tigre, Abelardo de la Espriella. Et avec Trump et le sénateur Bernie Moreno, un milliardaire colombo-américain un peu escroc, qui est allé sur place faire campagne pour Abelardo, ils ont fini par arracher une victoire. Voilà. Et je veux juste revenir une seconde vers Anya là-dessus. C'est le nouveau président de la Colombie. Et quel est son premier acte? Depuis son élection, il promet sa loyauté à Israël. J'ai pas de son. Il va dans une synagogue en Colombie. La communauté juive de Colombie représente environ 1% de la population. Il n'y a pas beaucoup de juifs en Colombie, pas comme en Argentine par exemple. Mais malgré tout, c'est ça sa priorité. Le peuple juif est le peuple de Dieu, dit-il. Nous n'hésiterons jamais à défendre le peuple juif, qui est notre frère, notre sœur, le peuple de Dieu. Nous travaillons quintim pour sauver en Colombie. Nous ne sommes pas une minorité qui veut mettre le pays à feu et à sang. Il parle d'une grande partie des Colombiens qui ont voté pour son adversaire. Nous sommes prêts à défendre la Colombie, par la raison ou par la force. Autrement dit, il menace déjà de réprimer la gauche par les armes. Il choisit un public juif, en utilisant les juifs, en gros, comme bouclier humain et comme collaborateurs. Eh bien, ils le soutiennent. Oui, enfin, les juifs de Colombie sont très... Ils ne lui ont pas donné de l'argent? Merci. Merci. Et vive le peuple d'Israël. Bon, alors Anya, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, c'est une communauté influente, apparemment assez riche, probablement un peu comme au Venezuela, mais ça reste une toute petite minorité, je ne sais pas trop. Delcy Rodriguez, au début, quand Maduro a été écarté, avait dit que l'activité au Venezuela avait une teinte sioniste. Mais depuis, elle a un peu reculé et n'a plus vraiment rien dit à ce sujet. Elle a publié un message pour la Pâque juive, adressé encore une fois à une petite minorité au Venezuela, quelque chose que Maduro et les autres présidents n'avaient jamais fait. Et elle est restée plutôt silencieuse pendant toute la guerre contre l'Iran. Ce qui a un peu surpris, je pense, ceux qui ont l'habitude d'entendre beaucoup de prises de position du Venezuela sur le Moyen-Orient. Mais en même temps, tu sais, d'un point de vue stratégique, c'est peut-être mieux comme ça. Si le Venezuela essaie de conclure des accords commerciaux avec des partenaires qui ne veulent pas que l'État prenne position sur une autre région, on peut dire qu'elle agit de manière pragmatique. Mais je ne sais pas. Qu'en penses-tu, Oscar? Pourquoi cette obsession pour Israël à droite?
Je veux dire, en Argentine, ça se comprend un peu plus, c'est parce qu'il y a là-bas des acteurs très influents, à la fois juifs et sionistes. Mais je veux dire, Milei est allé encore plus loin, en rejoignant carrément le mouvement Chabad et en se déclarant juif. Il est allé plus loin que n'importe qui. Oui, je vais un peu extrapoler à partir de ce qu'on a vu dans le cas du Honduras, par exemple. Dans cette affaire, Juan Orlando Hernández lui-même a déclaré qu'il avait été libéré. Rappelons qu'il était en prison pour trafic de drogue. Il avait enquêté pendant 10 ans et il était solidement incarcéré. Il n'allait pas sortir de sitôt. Mais Trump a pris de l'argent venant d'Israël, de certains rabbins, et il l'a fait libérer. Il l'a ensuite mis à la tête du dossier du Honduras. C'est comme ça qu'on le sait. Je ne connais pas le nom qu'ils ont donné à ce plan, mais il l'a bien placé à ce poste. Et il a dit très clairement au président actuel du Honduras qu'il allait être le prochain président au nom de Trump. Il dit que Trump va rester là plus longtemps que son mandat. Et quand on lui demande comment il le sait, il répond « T'inquiète pas, fais-moi confiance, je le sais ». Ensuite, il affirme qu'ils vont utiliser la violence pour contrôler la gauche. C'est ça le plan, un peu comme un nouveau plan Condor, non? Mais le plus important, à mon avis, c'est quand il dit que c'est Israël qui est derrière sa libération. Il parle de rabbins, c'est ce qu'il a dit. Et si on avance un peu jusqu'à la Colombie, là-bas, il y a un type qu'on appelle le hacker de la Fiscalia. C'est un hacker, tu vois, qui avait déjà publié certains documents et qui devait en publier d'autres très importants sur les paramilitaires à Abelardo, avant les élections. Mais je ne comprends pas vraiment pourquoi, ni comment il ne l'a pas fait. Mais parmi ce qu'il a publié, ou dans les déclarations qu'il a diffusées à partir de ses enregistrements de paramilitaires et de discussions à haut niveau, il y avait aussi cette affirmation qu'Israël est derrière ce camp-là. Et c'est important, ce sont ses mots, pas les miens. Il a dit qu'Israël est derrière la droite en Amérique latine et qu'il utilise le monde du narcotrafic pour financer cette prise de contrôle politique du continent. Donc voilà. Et puis il y a aussi le fait qu'il y a de plus en plus de colonies un peu partout, non? Oui, et c'est une façon de le cœur. Quelque chose, il y a quoi partout? Des colonies qui sont déjà établies. Vous voyez, par exemple. Colonies israéliennes. Oui, des colonies israéliennes. Par exemple, en Nouvelle-Calédonie, je crois qu'il y a une zone en cours d'aménagement là-bas, un peu comme une petite... Ils achètent le terre? Ils ne diraient peut-être pas, tu vois, qu'ils l'ont fait. Elles sont partout. Pour garder le contrôle. Ils sont partout. Il y en a même au Costa Rica. J'ai vu, enfin je veux dire, même des Israéliens jusqu'au Nicaragua. Il y a le Nicaragua et le Salvador. Je comprends bien sûr. Et évidemment, en Argentine, comme vous le disiez, l'Argentine, c'est encore un tout autre niveau. Par exemple, récemment, le fils de Menem, Martin Menem. Vous voyez, je parle du fils du président Menem. Carlos Menem, c'était bien l'ancien président de l'Argentine, d'origine libanaise, non? Oui. Oui, et il a pris le contrôle du pays péroniste et a mis en place un plan néolibéral qui a provoqué la première grande vague de pauvreté et de privatisation. C'était très lié à la défaite contre l'Angleterre pendant la guerre des Malouines. Le pays était sous sanctions, isolé, tout ça. Et c'est Menem qui a rouvert l'Argentine et renégocié les accords avec eux. Mais dans ces accords, il a en fait livré le pays aux grandes entreprises et à d'autres États. Aujourd'hui, on assiste à une deuxième vague de cette même logique. Une nouvelle remise de l'Argentine à des puissances étrangères. Le fils Martin Menem est allé en Israël et a signé pour la cession des 40 000 hectares dont nous avions parlé. C'était une rumeur à l'époque. Maintenant, tout est signé. Donc, il y a plusieurs lois et mesures.
Par exemple, si vous êtes israélien et que vous vivez en Argentine, vous pouvez désormais prendre votre retraite et recevoir un chèque de l'État. Le même État qui laisse mourir sa propre population faute d'argent, vous savez, pour les hôpitaux, pour l'éducation ou pour les personnes âgées. C'est d'une certaine manière un plan eugéniste. Et ce même gouvernement qui met en œuvre ce plan eugéniste, c'est celui qui va verser de l'argent à des vétérans et à des citoyens israéliens pour qu'ils s'installent en Argentine. C'est un peu comme la théorie du grand remplacement, mais appliquée à l'Argentine. Oui, c'est surtout parce que l'Argentine est très nationaliste. C'est un pays très centré sur sa propre culture. Donc ça m'a surpris, ils sont tellement fiers, tu vois. Ça m'a vraiment surpris qu'ils aient pu tomber dans ce piège et laisser faire ça. Mais j'imagine que c'est le même plan en Équateur et ailleurs aussi. On rend tout le monde très pauvre, dépendant, on les endette et au final, ils te doivent tout. Et là, sans t'en rendre compte, tout a disparu. Ça se passe sans que les gens s'en rendent compte. C'est comme s'il n'y avait plus de démocratie. C'est un peu comme les centres de données aux États-Unis. Un jour, on se réveille, ils sont partout et personne ne sait vraiment comment c'est arrivé. C'est pareil avec les Israéliens en Amérique latine. Tout à coup, ils sont là, ils contrôlent les gouvernements et c'est vraiment étrange. Franchement, on dirait qu'il faudrait qu'un jour quelqu'un écrive un livre là-dessus. So it sounds like someone should write a book about this. I'm writing a documentary that we talk about with Max. It's called Third World Democracy Handbook, which is that we compare what I learned about the third world and to the United States, to what we see here. It's narrowing, it's incredible. And the last part that I was writing is that in Ecuador, in other countries, Colombia, in all these countries, you see people ruling in behalf of foreign powers. You see Noboa. Et ici, aux États-Unis, on voit maintenant la même chose. On voit Trump gouverner au nom d'Israël. You see Trump ruling in behalf of Israel. Exactement. Oui. Et puis en Argentine, tu dis que des Israéliens reçoivent carrément des aides de l'État. C'est un peu comme une prise de contrôle mondiale, les Zodges partout. Global Zog.